Merci, bonsoir. Donc ce soir, je vais effectivement vous parler de mammouth. De mammouth en tâchant de dégager la place de ce grand mammifère parmi les chasseurs-cueilleurs paléolithiques et m'appuyant sur des exemples d'Europe centrale et orientale où je continue à travailler en collaboration avec les archéologues de plusieurs pays. Et pour dégager la façon dont ces paléolithiques ont pu interagir avec cet animal emblématique. Alors, je vais quand même rapidement rappeler de quel mammouth il s'agit. Je vais parler du mammouth qui fait partie de ces proboscidiens, de ces grands mammifères à trompe, enfin sauf les plus anciens, mais ça c'est une autre histoire. Mais la plupart des proboscidiens, et en tout cas les actuels et les mammouths, portent une trompe flexible. On la retrouve que très rarement, bien sûr, pas dans les sites européens, mais on retrouve bien tout ce qui est caractéristique des défenses, qui ont ces incisives supérieures à croissance prolongée. Et puis aussi, ils ont ces caractéristiques des proboscidiens que sont ces dents jugales, hein, donc les dents, les prémolaires et les molaires, que l'on qualifie de lophodontes, c'est-à-dire qu'elles sont en fait constituées de lames de dentine, c'est-à-dire d'ivoire en fait, qui sont entourées d'une gaine d'émail, et l'ensemble en fait est entouré de séments. Et ça forme des dents très très volumineuses, très très impressionnantes, dont la taille augmente au cours de la vie de l'individu. Plus particulièrement, les mammouths font partie de la famille des éléphantidés, donc on voit bien déjà dans le terme la proximité en termes de relation de parenté avec les éléphants actuels. C'est un cousin disparu, le mammouth laineux, et qui a donc une succession de dents au cours de sa vie, comme les éléphants. Depuis, elles sont à peu près mises à l'échelle, respectives les unes par rapport aux autres. Donc on a la plus petite à gauche qui a ce doux nom de DP2, et la plus grande, c'est la dent de sagesse du mammouth, qui est cette molaire de très grande taille, qui est tellement grande qu'en fait, il n'y en a plus que 4 dans la mâchoire, dans l'ensemble de la bouche d'un mammouth, comme des éléphants actuels. Donc les mammouths, comme les éléphants, ont un développement individuel particulier, une croissance continue du squelette qui se prolonge chez l'adulte, et le squelette finit de croître assez tardivement. Avec un remplacement dentaire aussi qui est particulier, puisque les dents se succèdent. Alors, nous, on connaît, comme tous les autres mammifères, la succession des dents de lait remplacées par des dents définitives. Chez les éléphantidés, notamment les mammouths, les dents se suivent les unes après les autres et se poussent l'une après l'autre pour prendre la place et prendre de plus en plus de place dans la mâchoire. Alors, le mammouth dont je vais parler, c'est le mammouth laineux. Il s'inscrit dans une histoire évolutive du genre Mammuthus. Là, sur cette image qui représente des spécimens de la galerie de paléontologie du muséum à Paris, on voit ici un mammouth plus ancien, et le mammouth qui nous intéresse, c'est celui-là, mais qui était quand même de taille raisonnable. Vous avez pu voir dans l'exposition, puisque c'est en gros la taille d'un éléphant actuel, d'un éléphant d'Asie actuel. Alors le mammouth laineux, on le retrouve réparti dans une grande aire géographique au cours des derniers 200 000 ans. Les plus anciens se trouvent plutôt vers la Sibérie, et ils arrivent en Europe vers 150 000 ans, 200 000 ans, ça dépend des régions. Et on les retrouve en fait dans tout l'hémisphère nord, en Amérique du Nord aussi, et ils sont caractéristiques d'un environnement froid, avec une végétation essentiellement d'herbes, de graminées, sous un paysage qui était très sec. C'est ce qu'on appelle la steppe à mammouth. Ça porte le nom de ce mammifère qui en est l'emblème, et qui donc bordait en fait l'extension des glaciers qui étaient développés plus au nord. Donc un environnement très particulier qui a complètement disparu. L'écosystème de la steppe à mammouth a disparu à la fin du dernier
cycle glaciaire il y a 12 000 ans, et avec lui la plupart beaucoup de grands mammifères, et notamment le mammouth laineux. Alors le mammouth, on le connaît beaucoup par ses ossements, ses dents. On en retrouve souvent en fait des dents qui traînent par-ci, par-là. Des squelettes plus complets, c'est déjà plus rare. Il y a le site effectivement de Changy que l'on connaît par le surnom d'Helmut, d'un des deux mammouths qui a été découvert. C'est voilà, une des dernières découvertes de squelettes avec différentes parties anatomiques de squelettes. Les plus belles conservations, ce sont en fait ces momies congelées de Sibérie, comme celui qui est au muséum, qui est un des rares mammouths, peut-être même le seul, enfin qui a longtemps été le seul mammouth sibérien en dehors de Sibérie, avec donc la conservation non seulement du squelette, mais d'autres parties des tissus mous. Alors dans les contextes européens sur lesquels je peux travailler, il n'y a pas ces momies congelées. On a un exemple de momie dans des bitumes, dans un site entre Pologne, à frontière entre Pologne et Ukraine, mais qui essentiellement, donc, on les connaît par les restes fossilisés des parties dures du squelette, les ossements et les dents. Ce mammouth laineux, donc au cours dans cet environnement de la steppe à mammouth, n'est pas seul. Il est accompagné de tout un cortège de grands herbivores, des grands herbivores qui ont disparu aussi, comme le rhinocéros laineux, le mégacéros, le bison des steppes, et puis aussi d'autres herbivores qui existent toujours aujourd'hui dans des environnements différents. On ne retrouve pas aujourd'hui le renne, l'antilope saïga et le bouquetin dans les mêmes régions. Eh bien, ils ont pu être en fait voisins avec des particularités locales. Le bouquetin, c'est toujours des reliefs plus escarpés. La saïga, l'antilope, c'est plutôt des milieux assez arides. Mais ce mélange, en fait, cette grande diversité de mammifères est caractéristique aussi de cet environnement. Et puis, pas seulement tous ces gibiers potentiels pour les paléolithiques, mais aussi des concurrents, d'autres grands prédateurs, qui, là aussi, de certains qui ont disparu, les hyènes des cavernes, ou les lions des cavernes, ou lions des steppes, comme on les appelle aussi, qui fréquentaient plus la steppe que les cavernes, et d'autres grands carnivores, d'un point de vue systématique, comme les ours des cavernes, côtoyaient d'autres carnivores qui existent encore aujourd'hui, d'autres ours, beaucoup de canidés, des loups, des petits canidés comme des renards, et puis également des rongeurs ou des lièvres qui étaient présents dans cet environnement. Une grande diversité donc écologique. Alors ces mammouths sont... les paléolithiques nous ont laissé une mémoire de leur rencontre avec les mammouths. Vous connaissez bien sûr ces représentations parmi les nombreuses de la grotte de Rouffignac. Quand on va vers l'Europe orientale, l'Europe centrale déjà, on a plutôt des représentations sous forme d'art mobilier. Donc ça, c'est un mammouth sculpté sur de l'ivoire de mammouth qui vient de République tchèque. Et ça va être surtout des représentations en fait mobilières qui vont être trouvées dans ces contextes plus orientaux. Alors, en termes donc chronologiques, le mammouth dont je parle, le mammouth laineux, a côtoyé des sociétés néandertaliennes et aussi des sociétés d'Homo sapiens, du Paléolithique supérieur. Et ça, c'est un aspect important des recherches que nous menons dans l'équipe, c'est de comprendre les relations homme-animal entre ces sociétés néandertaliennes d'Homo sapiens qui se sont côtoyées à un moment et entre lesquelles on sait qu'il y a eu des échanges de savoir-faire, outre des échanges biologiques. Et dans ces échanges de savoir-faire, on s'interroge sur les échanges qu'il y a pu y avoir sur les techniques d'acquisition et de traitement des ressources animales. Donc c'est en analysant des sites à la fois datant attribués à Néandertal et d'autres attribués aux Homo sapiens que l'on essaye de progresser sur cette étude comparée des comportements de ces paléolithiques. Alors globalement, au paléolithique, les trois grandes techniques d'acquisition, que ce soit Néandertal ou Sapiens, c'est la chasse, bien sûr, ce sont des chasseurs-cueilleurs.
chasseurs-collecteurs, mais c'est aussi le prélèvement sur des charognes, et c'est une technique d'acquisition qui est très importante pour les mammifères de très grande taille. C'est suffisamment documenté sur la chasse, les relations d'acquisition sur les grands mammifères tels que les éléphants. Donc c'est une autre technique d'acquisition à prendre en compte. Et puis la collecte, puisqu'il n'y a pas besoin d'abattre un mammouth ou un éléphant pour pouvoir, par exemple, collecter des défenses. Alors, il y a bien sûr une connaissance énorme sur les armatures, les pièces, les armes de chasse des paléolithiques. Pour les Néandertaliens, il y a mes collègues qui travaillent sur ces questions peuvent proposer parfois l'utilisation de pièces lithiques comme ayant servi de pointe d'armes de jet. Il y a aussi des pointes en bois végétal qui ont été trouvées dans des sites à Proboscidien, à Éléphantidés datant de Néandertal. Au Paléolithique supérieur, c'est la chasse au propulseur qui est très communément utilisée. On retrouve donc les pointes de ces saguets dans différentes matières. Alors plutôt, on a l'habitude de les voir en Europe occidentale sur bois de cervidés, matière qui a des propriétés tout à fait adaptées à pointe de saguet. Quand on va vers l'est, on va trouver des utilisations d'ivoire, de mammouth, je vous en montrerai. Et le mammouth, comme tous les grands mammifères, est au centre des activités des chasseurs-cueilleurs, soit Néandertal ou Sapiens, à la fois pour utiliser les ressources alimentaires issues des grands mammifères, mais aussi tout ce qui est non alimentaire et tout ce qui est matière dure d'origine animale, et également matière périssable. Tout cela donc pouvant être analysé notamment par les méthodes de l'archéozoologie, c'est la discipline que je pratique, et qui aide à identifier quelles sont les techniques mises en œuvre par ces paléolithiques pour acquérir et traiter les ressources issues du mammouth, parce que ce n'est pas un gibier comme les autres. Il a évidemment une taille particulière, et outre la chasse, on doit, comme je le disais, prendre en compte ces autres hypothèses alternatives de prélèvement sur des charognes ou de collecte d'ossements, soit d'ossements secs, soit d'ossements déjà fossilisés. Donc, comme tout archéozoologue, j'ai un travail d'abord d'identification, de détermination des taxons, donc des animaux représentés dans un assemblage. Il y a pas, le mammouth est certes impressionnant en volume, mais il y a, comme je vous disais, plein d'autres mammifères derrière que j'étudie aussi. Identifier donc les parties anatomiques qui sont conservées. Donc ça, c'est le travail paléontologique de base. Et puis, au sein des différents volets qui comportent les études archéozoologiques, il y a le cœur de notre discipline, c'est comprendre l'histoire de la mise en place des assemblages osseux à travers ce qu'on appelle les études taphonomiques. Alors c'est un mot qui a de plus en plus de succès, qui maintenant est utilisé par tous les archéologues. Alors c'est un mot qui a été d'abord inventé par un paléontologue soviétique, russe, Efremov, et qui décrit en fait les lois de l'enfouissement des matériels organiques issus en tout cas d'êtres vivants. Et donc cette étude taphonomique est centrale pour nous, parce que c'est à travers l'étude des ossements au sens large, des os et des dents, de leur surface, de leur état de conservation, que l'on va mener une enquête pour retrouver ce qui leur est arrivé, qui est à l'origine de l'accumulation, puisqu'il n'y a pas que les humains, et qui est intervenu sur ces ossements, parce que là aussi il n'y a pas que les humains qui peuvent modifier le matériel osseux. Donc tout ça permettant de resituer les modalités d'utilisation des ressources animales au sein des comportements humains, des comportements de subsistance au sens large. Alors donc, on va voyager dans l'Est, le centre et l'Est de l'Europe,
Je vais faire appel à votre vigilance géographique parce qu'on va un peu vadrouiller dans ces différentes régions pour essayer de suivre quand même une chronologie. Et donc, on va être souvent à l'est des Carpates, donc vraiment dans les grandes étendues de la plaine d'Europe, la grande plaine d'Europe orientale. Et je vais commencer dans la vallée du Dniestre, qui est à la frontière entre l'Ukraine et la République de Moldavie. Et par un site qui est un site clé de ces régions, qui est en fait un ensemble de sites que l'on appelle Molodova, et qui, pour celui dont je vais parler, Molodova 1, a livré dans une stratigraphie très importante pour la connaissance de la suite des temps d'occupation néandertale et d'Homo sapiens dans ces régions. C'est vraiment un site de référence. Il y a une couche qui est attribuée à Néandertal parce qu'il a livré un matériel archéologique typique de Néandertal et qui date d'au moins 44 000 ans. C'est pour ça qu'il est assez pointillé, parce qu'en ce moment, il y a des travaux qui tendraient à vieillir ce site. En tout cas, ça ne retire pas que c'est un site occupé par des artisans du moustérien. Donc, en Europe, de tradition levallois, on les attribue à Néandertal. Un grand site de plein air. Alors ça c'est souvent le cas dans ces régions de grandes plaines. On a des grandes étendues, des grandes épaisseurs de sédiments leuciques. C'est un sédiment déposé par le vent, tout à fait typique de l'environnement périglaciaire de la steppe à mammouth. Ce sont des sédiments très fins dans lesquels on retrouve donc ces vestiges de campements de plein air. Et Molodova 1, donc la découverte est ancienne déjà, début du XXe siècle. Il y a eu des fouilles importantes dans les années 50, 60. Et dans cette couche dont je vais vous parler, très riche en artefacts, près de 40 000 objets, outils, armes lithiques, les archéologues qui ont fouillé, en particulier Tchernich, a identifié, donc a trouvé une accumulation d'ossements de mammouth associés dans cette couche, et il a proposé l'hypothèse de structure d'habitat construite par Néandertal. Et donc ça nous a intrigués et on a cherché le matériel encore disponible. Alors tout le matériel n'est pas encore disponible. On a trouvé une partie en Ukraine, dans l'ouest de l'Ukraine, à Lviv, avec mes collègues Marilène Patoumatis et Laetitia Demey. Et on a conduit une étude pour essayer de trouver des éléments, des arguments archéologiques pour ou contre cette hypothèse de structure d'habitat. Et puis au-delà, pour comprendre quels étaient les modes d'utilisation du mammouth, notamment dans ce site. Alors, dans le matériel qu'on a étudié, on a une prédominance du mammouth comme attendu. Là, dans l'échantillon qu'on a étudié, on a au moins 15 individus représentés. Mais on a d'autres herbivores, on a quelques carnivores également. Et ces mammouths, d'après l'étude justement de l'état de surface, et d'après la détermination des différents individus et de leur âge individuel, puisqu'on a des critères paléontologiques pour pouvoir dire, je vous ai montré sur les dents, mais on a d'autres pour savoir si c'est des adultes ou des jeunes. Et donc on a des individus de plusieurs âges, donc ça correspond à plusieurs épisodes de mise en place de l'assemblage, de mort de ces mammouths. Et comme on a trouvé quasiment toutes les parties squelettiques représentées, on en déduit que ces mammouths sont morts à proximité du site. S'ils ont été déplacés, c'est pas sur une très longue distance. Donc on est proche de leur lieu de mort et sans doute de leur lieu d'abattage, avec des états différents de conservation, correspondant à la fois à des carcasses fraîches et d'autres à des os qui ont séjourné longtemps à l'air libre, donc qui ont un aspect plus d'os sec. Et on a eu la heureuse surprise de trouver des marques à la surface des os de ces mammouths. Je dis heureuse surprise parce qu'en fait, ce que l'on connaît sur des marques de découpe notamment, ce que l'on connaît de la découpe de l'éléphant actuel, même avec des outils en métallique,
c'est qu'il y a une telle épaisseur de chair et surtout une telle épaisseur de ce tissu qu'on appelle le périoste à la surface de l'os que ça arrête en fait l'outil d'un boucher, même d'un boucher avec un tranchant métallique très efficace. Donc on n'est pas du tout assuré de retrouver des marques de découpe sur un mammouth qui aurait été découpé, qui aurait suivi un traitement de boucherie. Donc quand on en trouve, en fait c'est normal que ça reste exceptionnel. Et en même temps, comme tout archéozoologue, on est assez content d'en trouver puisque ça nous signe directement l'interaction avec un outil et donc ça nous signe vraiment qu'il y a eu des activités de boucherie. Des activités aussi de fracturation, donc peut-être liées à l'accès à la moelle osseuse des os longs. Et puis également un point d'impact qu'on propose peut-être comme un impact de chasse sur une côte. Avec prudence parce que c'est toujours délicat à mettre en évidence. Et puis on a aussi, on doit savoir distinguer entre les marques de découpe et puis toutes les autres stries qui peuvent être laissées par le charriage sur le sédiment. Alors le leu c'est assez doux on va dire, mais il faut toujours être prudent sur toutes les marques autres non eutropiques qui peuvent être laissées sur l'os. Alors, donc, pour ce site, à travers toutes ces études, là, voilà la cartographie qui avait été faite au moment des fouilles par Tchernich. Et donc, l'analyse des éléments osseux retrouvés donc, de cette structure circulaire sont vraiment associés à des activités domestiques, de traitement de boucherie, de taille également de silex. Et donc on a vraiment des éléments, des arguments archéologiques qui soutiennent l'hypothèse d'une structure d'habitation construite par Néandertal avec des ossements de mammouth. Alors voilà une proposition d'interprétation de reconstitution qui a été faite pour l'exposition Néandertal qui a lieu en ce moment même au musée de l'Homme. Et donc c'est une petite maquette, là elle paraît très grosse à l'écran, une petite maquette qui a été faite et qui propose une interprétation à partir du matériel qui a été retrouvé. Donc c'est plus un abri, ça participe à la structure d'habitat, sans doute plutôt comme un paravent, mais en tout cas très clairement une utilisation, une sélection d'ossements, pas aléatoire, de grands ossements, de grande taille, pour entourer une zone, une aire domestique, une aire d'habitat. Alors on va aller plus à l'est encore, on va aller au sud de l'Ukraine, dans la péninsule de Crimée, qui est bordée par la mer Noire. Et on va remonter ou avancer un peu dans le temps pour aller vers 40 à 35 000 ans à peu près, à une période où on trouve les plus anciennes présences d'Homo sapiens en Europe. Et on a eu la chance de pouvoir travailler quand on pouvait encore accéder à la péninsule de Crimée, avec notre collègue de Kiev, Alexandre Yanievitch, qui a découvert plusieurs sites, et notamment le site à Bourankaya 3. Et nous avons donc repris des fouilles sur ce site au début des années 2010, avec Laurent Crépin, ici présent. Et nous avons aussi avec la participation de Yula Oushkova, qui est également présente. Et donc nous avons eu la chance de pouvoir revenir sur le terrain parce qu'on savait qu'il y avait des restes humains qui avaient été trouvés dans le cadre d'une stratigraphie très très intéressante, très intrigante. Alors c'est un abri donc, qui donne sur une petite vallée et qui a cette stratigraphie très, très intéressante puisqu'on a à la fois des niveaux du paléolithique moyen, donc associés dans ces régions à Néandertal, des niveaux mycotiens, une couche mycotienne, et puis on a des couches qui sont attribuées donc, à du paléolithique supérieur, avec en plus une présence qui peut laisser perplexe,
mais que l'on a vérifié sur place, il y a bien une intercalation. On a une couche paléolithique supérieure, dont on ne connaît pas l'artisan, est-ce qu'il s'agissait de Néandertaliens ou d'Homo sapiens. On a une couche ensuite mycokienne, donc attribuée à Néandertal, et après on a à nouveau 6 couches, donc là attribuées avec plus d'assurance à Homo sapiens, aurignacienne et gravétienne, et puis ensuite toute une autre couche du paléolithique final avant le néolithique. Donc une stratigraphie tout à fait passionnante qui nous a évidemment beaucoup motivés pour revenir, surtout que dans les niveaux gravétiens, on avait été trouvé des fossiles d'Homo sapiens. Alors c'est quand même pas si fréquent dans le paléolithique, et il y avait donc un intérêt à revenir et à essayer de bien vérifier la position stratigraphique. Et on a pu donc en retrouver dans nos fouilles, et en plus on a pu, par les datations, trouver qu'il datait d'environ 32 000 ans en âge radiocarbone. Alors aujourd'hui, on développe des techniques de calibration pour donner un âge calendaire, comme on dit, c'est-à-dire en années plus réelles, qui font remonter à près de 38 000 ans ces plus anciens Homo sapiens connus dans cette région, en fait, d'extrême sud-est européen. Et ça a été donc une surprise, évidemment, très, très agréable. Et en plus, ces restes humains montrent un état de conservation particulier, surtout des restes du crâne, des dents, et des marques de découpe qu'on a pu interpréter comme des marques liées à un cannibalisme, cannibalisme plutôt rituel que nutritionnel, pour différentes études que mène notamment Laurent Crépin, ou un dépôt funéraire en plusieurs temps. Et donc ces restes sont associés à des couches gravétiennes, mais d'un faciès gravétien qui fait beaucoup causer, parce que il est inhabituel, mais en même temps c'est dans le complexe gravétien que l'on retrouve les plus grandes analogies dans l'état actuel de nos connaissances. Il n'y a pas d'autres sites dans la région, et donc dans l'état actuel, on l'attribue donc à ce complexe gravétien, et ça en ferait donc le plus ancien site d'occupation gravétienne connu en Europe. Alors la faune que nous avons étudiée avec Laurent Crépin montre une diversité de taxons avec la prédominance de l'antilope saïga. Et puis on a aussi pas mal de petits canidés, de renards qui sont présents, et de lièvres. Et pas de mammouth. Alors pourquoi je vous en parle ? Parce que le mammouth est quand même présent, mais il est présent par de la parure. On a des pièces de parure tout à fait jolies, tout à fait élaborées, sans objet de préparation, donc qui ressemblent vraiment à des pièces qui ont été importées sur le site. On a même aussi une lame d'ivoire gravée qui est en cours d'étude. Et ces objets donc se trouvent associés en particulier dans la couche où il y a le plus de restes humains. Et donc, notre hypothèse, c'est qu'il y a un lien, en tout cas on fait l'hypothèse d'un lien entre ces dépôts de pièces fossiles humaines et ces perles en ivoire, alors que le mammouth n'est pas présent dans le gibier en tout cas, peut-être donc comme du mobilier funéraire. Donc le mammouth participe là ici à un statut particulièrement symbolique dans ce site, mais pas que, parce qu'on a une autre surprise récemment, c'est qu'en étudiant la chimie isotopique des ossements humains et des ossements animaux présents donc dans les mêmes couches, il est apparu que les signaux isotopiques des humains ne s'associaient pas bien avec ceux de la faune présente, c'est-à-dire l'antilope saïga, qui est le gibier principal en fait, d'après l'analyse archéologique. Et en fait, le taxon qui pourrait expliquer cette chimie isotopique des restes humains, c'est la consommation importante de viande de mammouth. Donc le mammouth revient ou arrive aussi
par d'autres analyses comme ayant été au menu des humains dont on a les restes sur le site. Mais après, peut se poser la question sur la relation entre les humains dont on a les restes, qui donc ont mangé beaucoup de mammouths, et les humains qui ont pratiqué des activités de boucherie d'Antilope saïga sur le site. Donc le mammouth un statut symbolique, et aussi on voit une part qui peut être importante dans le régime alimentaire des Homo sapiens, c'est parmi ces plus anciens Homo sapiens européens. Alors, dans les régions d'Europe centrale et orientale, on a, comme je vous l'ai déjà dit, ces grands gisements de plein air dans des sédiments leuciques, et on en a une grande concentration datant avant et autour du dernier maximum glaciaire, associé à ces complexes culturels gravétiens et épigravétiens, qui donc semblent accompagner en fait le maximum d'extension des glaciers de l'Inland 6 phéno-scandinave en Europe. Et je vais d'abord vous parler de ceux d'Europe centrale qui, eux, datent donc, qui sont associés au complexe culturel gravétien, et donc qui se situent, dont les accumulations les plus spectaculaires sont dans une région assez dense à l'est des Carpates. Il s'agit donc des sites de Przedmostie, Milovice, qui sont autour des collines de Pavlov, à l'est de la République tchèque, et puis le site de Spajista, qui est à Cracovie, dans le sud de la Pologne. Et nous sommes donc dans des vallées qui rejoignent le grand bassin du Danube moyen, et qui sont particulièrement connues culturellement. Ce gravétien de Moravie et à un faciès nommé pavlovien, du nom de ces montagnes de Pavlov, avec des armes gravétiennes, des armes de chasse tout à fait a priori disponibles. En tout cas, il y a des travaux des spécialistes d'industrie lithique qui l'ont proposé, avec ces outils, ces pointes de la gravette, que l'on retrouve donc à travers toute l'Europe. Toujours dans le contexte culturel de ce gravétien d'Europe centrale, une grande richesse d'art mobilier. Donc là, on retrouve justement ces figurines animales, de mammouths notamment, mais pas seulement, qui sont sur ivoire de mammouth. Des figures humaines, c'est les fameuses Vénus. Gravétien, c'est le complexe culturel des Vénus. Donc il y en a pas seulement en ivoire, celle de Willendorf avec sa capuche, elle est en calcaire, et puis il y en a en ivoire donc que l'on retrouve aussi jusqu'en Europe orientale. Ce gravétien est également présent beaucoup jusque dans la vallée du Don en Russie. Des motifs géométriques sur des défenses aussi, c'est une spécificité de cet art gravétien d'Europe centrale. Des parures aussi nombreuses qui utilisent des canines d'herbivores, qui utilisent des canines, des incisives d'herbivores, des canines de petits carnivores, et puis aussi de l'ivoire de mammouth façonné pour faire ces types de perles, par exemple de la grotte Mammutova en Pologne. Des pièces sur os, interprétées comme des pelles, ça c'est en République tchèque, et puis cette pièce unique qui est spectaculaire, c'est je crois à ma connaissance le plus ancien boomerang connu, qui est en ivoire, qui a été trouvé donc dans un niveau gravétien ancien de la grotte Obłazowa en Pologne méridionale, et qui par une réplique a été expérimentée, et la réplique a pu être lancée à une 50aine de mètres, je crois. Alors non, ce n'est pas le boomerang qui revient, c'est le boomerang unidirectionnel. Alors, c'est une pièce exceptionnelle dans un contexte, là aussi, peut-être funéraire, associé à quelques restes humains. Donc, on n'a pas d'autres exemples. Il faut certainement pas, dans l'état actuel de nos connaissances, imaginer que c'était une arme de chasse commune des gravétiens. Mais en tout cas, cette pièce existe.
Alors, je vais vous parler d'un site de République tchèque, justement, pour illustrer donc, ce que l'on peut savoir en étudiant archéologiquement un site gravétien à Mammouth. Et c'est le site de Milovice 1, puisqu'il y en a un autre qui a été fouillé depuis. Donc, c'est Martin Oliva qui l'a fouillé dans les années 80 et qui sur le versant des collines de Pavlov, qui sont ces reliefs en Moravie du Sud. Donc la Moravie, c'est la République tchèque, hein, l'est de la République tchèque, et qui forme un relief dans cette grande étendue de plaine du bassin du Danube, qui sans doute était très stratégique, hein, pour les chasseurs-cueilleurs, pour qu'ils implantent leur campement. Donc on a tout un ensemble de sites, notamment Pavlov, qui est le site éponyme de la culture pavlovienne, et aussi Dolnie Viestonice, très connu pour sa Vénus notamment, en terre cuite, en argile cuite. Et Milovice, donc lui, a été trouvé à quelques kilomètres, et c'est une accumulation d'ossements de mammouths sur plusieurs secteurs, dont l'un est riche en artefacts lithiques. Et c'est ce secteur que j'ai étudié et qui montre une prédominance du mammouth, mais pas seulement. Là aussi, on a une diversité. On a quand même au moins 21 mammouths, hein, représentés, avec une sélection d'âge individuel. C'est-à-dire que ce n'est pas un site de mort naturelle, comme on pourrait poser l'hypothèse. Et ça résulte bien d'une sélection, puisqu'on a une majorité de jeunes, et de juvéniles et de jeunes adultes, et pas du tout d'adultes matures ou âgés. Donc l'influence, la sélection par un prédateur apparaît très très claire. Et comme on peut exclure l'action majeure de carnivores, de grands carnivores sur le site, puisqu'il n'y a que très très peu, un très faible pourcentage d'ossements qui présentent des modifications, des bords rongés, on peut vraiment en déduire que l'homme est responsable de l'accumulation osseuse de mammouths, donc probablement par la chasse. Et puis il y a d'autres études qui ont été faites, des études biogéochimiques qui ont été faites sur les restes d'animaux, de mammifères, de mammouths et des autres mammifères du site de Milovice, et qu'on a comparé avec des données humaines, de restes humains, données chimiques, de deux autres sites gravétiens, pavloviens, qui sont à côté. Dolnie Viestonice, c'est à 5 km, Brno 2, c'est une sépulture qui est à une quinzaine de kilomètres. Et donc on peut raisonnablement les comparer, puisque c'est le même écosystème et c'est contemporain. Et donc les données isotopiques de ces humains peuvent s'interpréter comme montrant une consommation importante de viande de mammouth dans la part carnée, bien sûr, de leur alimentation. Donc cette autre approche biogéochimique vient conforter l'étude archéologique, taphonomique, qui met en évidence, donc, pour ce site une mise à mort, un abattage donc récurrent, parce que c'est pas en un seul épisode que les 21 mammouths ont été abattus, bien sûr. Je dis abattus parce que y a toutes des armes de chasse disponibles. Donc l'hypothèse est la plus parcimonieuse. Et alors quelle technique? Ça, c'est toujours la limite que nous avons, puisque on ne trouve pas de pièges, on n'a pas connaissance de pièges installés par les paléolithiques. Le creusement de fosses était peu envisageable dans la steppe à mammouth, dont le sol était gelé. Les pièges dans les arbres non plus, puisqu'il y avait peu ou pas d'arbres. Donc c'est l'utilisation probable de zones instables, donc de pièges naturels. Et les pièges naturels dans cet environnement de la steppe à mammouth devaient être nombreux à la saison, au début de la belle saison, quand il y a un dégel de surface et que les zones humides deviennent des zones en fait d'instabilité pour les grands mammifères, en particulier justement pour les individus jeunes, pour les plus jeunes. Donc c'est sans doute l'hypothèse que l'on retient
comme la plus probable, comme ayant permis donc d'abattre ces mammouths de manière récurrente. Et un site de boucherie sur le site d'abattage, ça c'est quelque chose qui est attendu d'après ce qu'on connaît de la boucherie de l'éléphant. La boucherie primaire, en tout cas, est faite sur le site même d'abattage. Et on a quelques éléments, au moins de fracturation, peut-être quelques stries, mais moins évidentes, sur les ossements de mammouth de Milovice. Donc une utilisation sur ce site très clairement à direction alimentaire, un déficit en défense dans ces squelettes de mammouth de Milovice qu'on peut interpréter comme un prélèvement vers peut-être les autres sites, les autres campements comme Pavlov, Donji Viestonice, où là il y a toute cette utilisation que je vous ai montré pour fabriquer, pour sculpter de l'ivoire, pour fabriquer même des outils et des armes. Donc c'est sans doute une exportation, donc un prélèvement de ces défenses sur ce site, servi de stock, peut-être aussi même de matières premières pour y travailler sur d'autres campements. Donc un site sans doute assez spécialisé. Dans la vallée du Dniestre, donc en allant cette fois, en retournant à l'est des Carpates, là on était à l'ouest, maintenant on va à l'est, retournant vers la vallée du Dniestre, qui est décidément une vallée très très riche en sites. Je vous ai parlé tout à l'heure de Molodova 1 qui est dans cette vallée. Il y a un autre Molodova 5 qui lui aussi est très célèbre, surtout pour le Paléolithique supérieur, et puis plusieurs dizaines de sites du Paléolithique supérieur très nombreux. Et donc on a d'autres données dans cette vallée sur l'occupation par les Gravettiens. Et notamment, ça c'est les travaux qui ont été faits par notre collègue Laetitia Demey sur le site de Doroshivtsi, qui est un site récemment fouillé, qui a été fouillé par Larissa Kulakowska au début des années 2010 et qui a livré donc là aussi une belle stratigraphie de cette couche gravettienne. L'analyse qui a été faite montre qu'il y a ces occupations courtes, des campements temporaires. L'activité était surtout tournée vers les activités en tout cas synégétiques et de boucherie, surtout tournée vers le renne et le cheval. Et le mammouth, en tant que ressource alimentaire, n'est pas exclu, mais il y a un manque les données ne sont pas assez nombreuses pour vraiment l'avérer. Par contre, les ossements de mammouth sont très utilisés comme combustible. Et ça, c'est quelque chose qui se dégage dans pas mal de sites, en fait, notamment de Gravettiens, cette utilisation. Alors, là aussi, pour compenser dans un sens l'absence de bois végétal dans cet environnement, même si le bois végétal permet, d'après expérimentation, de lancer un feu, les ossements peuvent, dans certaines conditions, par la présence de graisse, entretenir un feu plus longtemps. En tout cas, on a ces éléments brûlés à différents niveaux de combustion qui sont extraits donc du squelette, enfin, qui sont des morceaux, des esquilles de squelettes de mammouth. Et puis le mammouth intervient par l'ivoire, qui a servi de support à cette pièce gravée qui a été tout d'abord à montrer ces gravures géométriques de méandres qui sont déjà documentées, mais qui en plus ont montré à l'intérieur, au sein de ces décors géométriques, cette petite figure plutôt zoomorphe. Évidemment, il ne faut pas le répéter, mais on dirait une girafe, mais évidemment pas, qui est totalement inhabituelle dans ces contextes gravettiens. Pour le moment, donc, on manque de comparaison. C'est une pièce assez exceptionnelle par cette association figurative, même si elle est très, très schématique, au milieu de ces décors. Donc là aussi, le mammouth intervient au moins dans une sphère plus symbolique dans ce site, chez ces Gravettiens. Un autre site gravettien de la vallée du Dniestr, c'est celui de Halitch, qui a été fouillé par Alexandre Sitnik de Lviv, et le matériel a été étudié par Piotr Wojtal, qui travaille à Cracovie, en Pologne, qui est archéologue.
et qui a identifié donc au moins 5 mammouths dans l'assemblage de ce site, site archéologique riche en artefacts, avec des éléments de structure de combustion. Et les mammouths, d'après l'étude archéologique, sont morts sur ce site, donc ça pourrait représenter un site d'abattage aussi, et en tout cas un site de boucherie, d'après l'étude des modifications taphonomiques, des modifications de surface. Alors il a même été documenté une fracturation des diaphyses, des corps des os longs, qui est interprétée par l'auteur comme liée au prélèvement de la moelle osseuse. Alors cette question du prélèvement de moelle osseuse chez les mammouths est débattue, parce qu'il semblerait qu'il y ait une variabilité de présence de moelle osseuse entre les individus d'éléphants, en tout cas ce qu'on connaît sur l'éléphant. Donc l'hypothèse est posée aussi, et des observations ont été faites sur une variabilité aussi peut-être de disponibilité de la moelle osseuse dans les os longs de mammouth. Donc c'est un sujet qui reste à creuser pour comprendre un peu plus, mais en tout cas on a effectivement souvent des marques de fracturation qui, comme pour d'autres mammifères, sont interprétées comme montrant la recherche d'accès à cette moelle. Alors on va encore faire un saut dans le temps, on va poursuivre ce panorama des mammouths d'Europe orientale, en restant en Europe orientale, et en allant vers la fin du Paléolithique supérieur, le Paléolithique supérieur récent, dans ces contextes épigravétiens, donc qui sont postérieurs au dernier maximum glaciaire, qui sont entre 19 000 et 17 000 ans en année calendaire. Et il y a beaucoup de sites connus en Russie, attribués à ces faciès épigravétiens de la fin du Paléolithique supérieur, dans la vallée du Don. Et ce sont les sites de Kostionki qui sont très nombreux, qui sont connus depuis le 19e siècle. Kost, c'est l'os en russe, si je ne m'abuse. Il y a des russophones dans la salle. Et qui donc, rien que par le nom, montre bien que la connaissance de ces accumulations d'ossements de mammouths en particulier sont connues depuis longtemps. Et donc plusieurs dizaines, je crois, de sites sont connus. Et parmi cet ensemble, il y en a un qui, parmi les plus célèbres, qui est celui de Kostienki 2 et de Kostienki 11, qui ont livré des structures d'habitation en ossements de mammouth. Donc là, on retrouve les cabanes en os de mammouth. Ce sont ces cabanes-là, en fait, qui sont les plus connues. Elles sont donc vraiment associées aux Homo sapiens, datées donc de vers 19 000 à 16 000 ans. Et elles sont associées à des fosses qui servaient de dépotoirs, de poubelles. Et elles utilisent donc essentiellement des ossements de mammouth. Alors on a d'autres... je vais vous parler plutôt des sites épigravétiens d'Ukraine, sur lesquels je travaille, donc que je connais mieux, qui sont attribués à un faciès plus récent de l'épigravétien, plutôt autour de 15 000. Alors quand nos collègues de géochronologues les calibrent, ça fait quelque chose entre 17 et 18 000 ans. Donc on est vraiment à la fin du Pléistocène. Et on a donc des sites épigravétiens dans la vallée du Dniepr, ce grand fleuve qui traverse l'Ukraine du nord au sud vers la mer Noire, qui sont, pour une partie d'entre eux, sont les plus spectaculaires, associés à des cabanes en os de mammouth là aussi. Donc c'est des sites assez célèbres. Le plus ancien, historiquement, c'est celui qui a été trouvé à Kiev, la capitale de l'Ukraine, c'est Kiev Kirillivska. Et puis il y a aussi le site de Gonsi ou Hinsi en ukrainien, qui a été découvert aussi il y a plus d'un siècle. Et puis d'autres sites comme Dobranichivka, comme Yudinovo, alors là c'est du côté russe, là. Et puis d'autres sites dont je vais vous parler comme Mizin et Mejiricha. Alors dans cet épigravétien récent de l'Ukraine centrale,
On a des pièces, des armes de chasse très élaborées, des pointes de saguet en ivoire de mammouth. Je vous en parlais, là on a vraiment des exemplaires assez spectaculaires. Alors, peut-être pas aussi que les lances de Sungir en Russie, mais qui font par exemple plusieurs décimètres jusqu'à 50 cm de long là dans le site de Mejiric, et qui ont une rainure, pour certains une rainure longitudinale qui a été interprétée comme étant le lieu pour placer, coller des lamelles de microlithiques et des pointes microlithiques en silex, et en faire donc des véritables pointes composites de saguet. Ça sont les travaux de Dmytro Noujny, qui était un spécialiste de cette question des pointes de projectiles. Et dans cet épigravétien récent, on a également un très bel art mobilier, avec des pièces qui sont assez schématiques, si je puis dire. Ce n'est pas ma spécialité, le monde des représentations symboliques, mais on a là ici représenté un bracelet en ivoire de mammouth qui présente ces décors géométriques un peu de grec. Et ces deux vues d'une sculpture anthropomorphe, c'est une version, on va dire, très stylisée des Vénus épigravétiennes. Et puis des pendeloques aussi, et des pendeloques en ivoire notamment, mais ce que je vous présente là, c'est une pendeloque en ambre, qui est, à ma connaissance, la seule connue et qui a pu être fouillée justement sur le site de Semenivka, qui est un site épigravétien sans cabane en os de mammouth. Ils avaient aussi une diversité d'habitats et qui a pu être préservé pendant les fouilles, alors que c'est souvent très fragile. Alors donc parmi les sites, ces sites à cabanes épigravétiens récents d'Ukraine, le site de Mézine est particulièrement célèbre. C'est là où on a trouvé donc ces différentes statuettes avec un bracelet, d'autres bracelets aussi en ivoire, associés à plusieurs cabanes, et en particulier là c'est la première qui a été découverte à l'état bien sûr donc effondré. Dans lesquels il y avait aussi des ossements de mammouth recouverts de peinture à l'ocre, de peinture géométrique, et qui portent des marques de percussion d'après certains auteurs, ce qui pourrait... ce qui pose beaucoup de questions, parce que l'identification de ces marques de percussion dépend des chercheurs. Et l'interprétation aussi est variable. Il y a un préhistorien ukrainien qui a proposé d'en faire les instruments de percussion, des instruments de musique, de percussion. Alors c'est une très belle hypothèse qui est bien difficile à argumenter davantage. Sauf qu'il y a eu des enregistrements qui ont été faits à Kiev par l'orchestre symphonique de l'opéra de Kiev, je crois, pour essayer de retrouver le son que pouvaient émettre les ossements de mammouth. On sait que la musique est présente dans toutes les sociétés humaines, donc pourquoi pas évidemment dans ce site. Par contre, il y a évidemment d'autres hypothèses d'utilisation comme enclume, comme support, d'autres pratiques. Ce qui a poussé, je crois, promu cette hypothèse musicale, c'est en tout cas l'association d'objets avec d'ordre symbolique, avec des représentations, avec ce bracelet, avec des percuteurs aussi qui sont présents en ivoire, qui pourrait donc donner en fait à cette cabane de Mézine un rôle peut-être plus symbolique. Alors est-ce que c'est la cabane entière ou une partie de la cabane qui avait des activités peut-être d'ordre rituel, c'est très difficile d'aller plus loin. En tout cas, cette cabane a été reconstituée par le paléontologue. Elle a été fouillée par Shovkoplas. C'est le paléontologue qui étudiait les os, Pidoplichko, qui a proposé la reconstitution qui est à gauche de l'écran, qui est toujours présente au Muséum d'histoire naturelle de Kiev. Et à droite, vous avez la reconstitution de Jean-Pierre Leroy, qu'il a faite au cours de l'exposition Au temps des mammouths qui a eu au Muséum en 2004.
en repartant des données d'archives du musée d'archéologie de Kiev, auquel on a pu accéder, on a pu proposer une interprétation avec une ouverture moins grande sur les vents glaciaires de la steppe à mammouth. Mais bien sûr, bon, il faut imaginer quelque chose de beaucoup plus recouvert. Hein. Là, c'est laissé à côté brut pour montrer l'utilisation des ossements de mammouth. Mais évidemment que tout cela doit être recouvert de terre, recouvert peut-être de mousse, recouvert de peau, pour que ce soit hermétique, bien sûr. Je vais passer plus de temps pour vous parler de Mégérich, qui est un site épigravétien, un autre site épigravétien récent de l'Ukraine centrale, du bassin du Dniepr, qui alors est connu, voilà, tous les sites hein, qui sont orthographiés d'abord en cyrillique. Quand ils passent en alphabet latin, on a plein d'orthographes possibles. Donc vous voyez écrit Mezirich, Mejirich. Alors vous demanderez à ma collègue ukrainienne, mais je crois que c'est plutôt Mejirich, la prononciation à peu près du site. Donc Mejirich est situé à l'intersection de deux rivières qui vont ensuite être affluents du Dniepr. On a une quinzaine de kilomètres du Dniepr actuel. On était sans doute plus proche à ce temps-là, vers 17-18 000 ans, du cours d'eau lui-même, du chenal principal à ce moment-là. Dans une zone assez stratégique, sur une terrasse un peu au-dessus donc, de ces vallées. Et il a été découvert par le paléontologue Pidoplichko, il a en tout cas mené les premières fouilles en 66 et a découvert les 3 cabanes en os de mammouth. La 4e ayant été découverte, elle, plus récemment, dans les années 70, par Ninel Kornietz. Et donc l'ensemble, là, le plan vous présente l'ensemble de ce qui a été dégagé depuis les années 60. Ça fait près de 1000 mètres carrés. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a non seulement ces cabanes, mais qu'elles sont associées à d'autres structures d'habitat, des foyers internes, externes, et des fosses, des structures en creux. Et ces fosses étant elles-mêmes, et ces cabanes, associées à de larges aires d'activité, activités domestiques, de taille de silex, et puis de traitement de l'animal. On a pu mener des fouilles avec Mitro Noujny dans les années 2000 sur le site. On a repris des fouilles et puis on a pu faire un programme d'études dans différents champs disciplinaires et notamment pour préciser la chronologie. Et ce site a été occupé en 3 phases entre, si je parle en années calibrées, 18 000 et 17 000 ans. Quelque chose donc d'assez serré, il n'y a pas d'autres occupations avant, après. Alors après, on a des occupations beaucoup plus récentes d'âge du bronze, mais en tout cas pas paléolithique. Et on a 3 cycles d'occupation qui sont documentés. C'est quelque chose d'assez serré dans le temps. Et donc la première construction en os de mammouth de Mejirich a été reconstituée avec le même design architectural c'est le même auteur, Pidoplichko, qui a suivi, je pense, la même inspiration qu'il avait eue à Mézine. Il s'est inspiré de structures d'habitat sibériennes pour proposer une reconstitution qui utilise les données de terrain avec ces grands nombres de crânes de mammouth qui forment les fondations. Et pour cette cabane numéro 1, un grand nombre aussi de mandibules, de mâchoires inférieures de mammouth qui sont empilées en position anatomique inverse. Et puis des grands ossements aussi, des grands os plats, des grands os longs, des défenses et des côtes aussi qui participent, paient donc sans doute aux parois de la cabane. Le site de Mejirich a livré et continue de livrer un abondant matériel archéologique en silex, en os, en ivoire de mammouth, en bois de cervidé, dans les sphères à la fois d'outillage, d'armes de jet, et puis également d'art mobilier, de parures, des figurines anthropomorphes également qui ont été découvertes associées à l'une des cabanes.
La faune de Mejirić est, on s'en doute, dominée par le mammouth, mais elle est très très dominée par le mammouth, puisqu'on a au moins 150 individus représentés par tous les restes osseux, en ce qui concerne donc l'ensemble du site. Et pas beaucoup d'autres herbivores en fait. À part le cheval, le bison et le renne sont surtout représentés dans des supports d'outils ou d'armes de parures. Le cheval est représenté dans quelques structures, mais pas dans toutes. Et on a une diversité de carnivores et de petits canidés, de grands canidés qui ont pu servir pour fournir des fourrures notamment. Et aussi, le deuxième taxon prédominant en nombre d'individus, c'est le lièvre dans le site. C'est une histoire de mammouth et de lièvre, Mejirić. La dernière cabane en os de mammouth qui a été découverte, donc en 78 par Ninel Corniès, elle se trouve encore sur le site même. Alors ça, c'est l'état à sa découverte, où l'on voit également des éléments architecturaux qui étaient présents dans la première, avec ces mâchoires inférieures renversées qui sont empilées, et puis cette délimitation vraiment très, très stricte des ruines de cette cabane qui ont été ensevelies. Comme je vous disais, donc la base de cette cabane est encore en place sur le site aujourd'hui, sous un hangar. Et là, ce sont différentes vues de l'état de cette cabane, et qui présente des ossements isolés de mammouth, mais qui présente aussi quelques pièces qui sont en connexion anatomique. Là, vous avez un bassin complet de mammouth, les deux os du bassin, les deux os coxaux, et le sacrum qu'on n'aperçoit pas très bien au milieu. Donc ils ont prélevé certes des os qui devaient être disponibles individuellement, hein, de même qu'ils ont dû trouver de quoi prendre 95 mâchoires inférieures pour faire la première cabane, hein, 95 mâchoires inférieures de mammouth. Là, dans cette cabane-là, c'est en cours d'étude, on en a quand même quelques-unes, moins nombreuses. En tout cas, beaucoup de pièces isolées il leur fallait donc une accumulation pour cela, d'ossements déjà prêts à l'emploi, mais aussi des quartiers de carcasses. Donc ça nous indique une dualité dans l'origine des matières utilisées, et ce qui permet de discuter l'hypothèse. Est-ce que s'il s'agit de mammouths chassés, comme ça a été proposé, ou au contraire, est-ce qu'il s'agit que de prélèvements de collecte en fait sur des accumulations naturelles? Il semble qu'on soit dans quelque chose en fait d'intermédiaire. Il y a beaucoup de pièces qui ont été effectivement collectées sur des accumulations, mais aussi peut-être sur des accumulations de carcasses encore dans un état en partie en connexion anatomique. Alors les fouilles, comme je vous disais, continuent. Elles ont été reprises en 2010 par Pavel Szydlowski, qui est archéologue à l'université de Kiev. Et nous avons, l'été dernier, pu faire une école d'été avec des étudiants de l'université de Kiev et aussi du master du muséum, et une équipe d'archéozoologues, dont Laurent Crépin, que vous aurez reconnu à l'écran, avec lesquels donc, on a pu animer donc une formation sur les différentes méthodes, promouvoir l'archéozoologie qui est peu développée dans ces régions. Il y a une rupture dans l'école en fait, même de paléontologie et surtout d'archéologie, et puis l'archéologie est peu développée. Et puis de continuer les fouilles, et en particulier de reprendre pour la première fois depuis les années 90 des fouilles dans la cabane numéro 4, avec des conditions qui ont permis de mener ces fouilles, puisqu'on est sous un hangar, donc de voir ce que l'on fait, d'éclairage suffisant et de conservation, puisqu'on a un soutien de projet de conservation par l'Ukraine. Ce qui a permis donc de reprendre, d'essayer de retrouver les niveaux archéologiques qui avaient été laissés en place depuis les années 90. Et on n'a pas été déçus. Il y a beaucoup de matériel qui sort, qui nous confirme qu'on est bien sur une structure d'habitat très riche en occupation. Donc à suivre, on compte bien sûr continuer ce travail.
Donc dans l'état actuel, je vais vous parler de ce qu'on connaît. Alors notamment pour ma part, j'ai pu comparer ce qu'il y avait dans les vestiges fauniques dans le secteur de la cabane numéro 1, qui la première fouillée, dont on a fouillé complètement une des fosses périphériques, qui a livré donc essentiellement des pièces fragmentées, sauf ce crâne de mammouth. Bon, il est en état fragmentaire, mais relativement complet par rapport au reste qui s'apparente surtout à du rejet, à du déchet. On a aussi en périphérie de cette fosse une aire d'atelier, un petit atelier de débitage de silex. En ce qui concerne la faune, donc la faune qu'on retrouve dans la fosse correspond globalement à ce qui est présent dans le secteur de l'habitation, donc surtout du mammouth et du lièvre. Ce qui m'intéressait, c'était de voir la conservation squelettique du mammouth dans cette fosse par rapport à la cabane. Dans la cabane, Pido-Pichko a déterminé que c'était surtout des éléments de grande taille, des crânes, des mâchoires inférieures, des os plats, omoplates, os plats du bassin, et des grands os longs, les plus grands os longs, c'est-à-dire fémur et humérus, qui ont été utilisés. C'est ce qui est indiqué sur le graphique de droite. Dans la fosse dont j'ai étudié le matériel, en fait, on a toutes les parties du squelette qui sont représentées. La conservation, elle va dépendre surtout de ce qu'on appelle la conservation différentielle des ossements. Il y en a qui naturellement se conservent mieux que d'autres. Donc on a moins d'ossements des vertèbres, des côtes ou des extrémités des membres. Mais ça, c'est quelque chose qui peut être relativement attendu. On peut aussi se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas eu aussi des prélèvements de certaines de ces parties? En tout cas, les vestiges fauniques qui sont dans la fosse ressemblent bien au reste d'activités de boucherie. Alors, je n'ai pas trouvé de stries, mais comme je vous disais au début, on n'est pas forcé d'en trouver, de marques de découpe en tout cas sur les ossements. Par contre, des marques de fracturation sur os frais, donc probablement faites par les paléolithiques. Et puis une énorme utilisation de combustible osseux et dentaire de mammouth. Je vous en ai déjà parlé, là on retrouve ça aussi. Donc des vidanges de foyer, on sait qu'il y avait un foyer dans la cabane de ce secteur. Vidange de foyer manifestement, donc une fosse dépotoir essentiellement. Peut-être aussi à certains moments fosse de stockage avec ce crâne de mammouth, puisque ça a été vu sur l'éléphant. Pour détacher les défenses des crânes d'éléphant, il existe une technique de les enterrer en fait et de laisser en fait les tissus se défaire et de récupérer ensuite. Donc c'est une hypothèse qu'on peut poser, c'est Laetitia Demey qui l'a reprise et que je trouve tout à fait intéressante à creuser pour expliquer la présence de ces crânes et puis aussi protéger du matériel osseux de construction qui avait pu être collecté pour participer à la construction des cabanes. Une autre fosse sur le site dont je voudrais vous parler, qui est en cours d'étude toujours et qui a été fouillée dans les années 2010. Donc on est dans un autre secteur, on est près de la cabane numéro 2. Ça c'est la cabane actuelle qui est sous son hangar, enfin la cabane encore présente sous son hangar. Et donc cette fosse ici qui est très très riche en matériel, qu'on a commencé à fouiller à la fin des années 2000. On a repris des fouilles qui avaient été déjà faites sur un cadran par une équipe dans les années 90. Et on a pu continuer et trouver donc un niveau très très dense en matériel osseux, en cendres. Donc il y a vraiment une vidange de foyer énorme dans cette fosse. On voit bien les dimensions, on voit mieux en tout cas, même si il a une toute petite échelle ici. Ce sont des carrés d'1 mètre qui sont fouillés, donc ça fait à peu près 3 mètres de diamètre, ces fosses, donc assez larges, pas très profondes. L'épaisseur du remplissage du fond de la fosse, c'est une 50aine de centimètres. Et au total, par rapport au sol d'occupation paléolithique, c'est à peu près 1 mètre sous le sol. Et en fait, on a le géologue Paul Hazard qui a décrit la stratigraphie, le SIC du site, la microstratigraphie. Il a noté que la profondeur des différentes fosses qu'il observait sont assez proches
et ce qui pourrait être l'indice de la présence d'un permafrost à ce moment-là, qui évidemment limitait le creusement. Alors voilà d'autres vues de différentes périodes de fouilles de cette fosse, vraiment très riche en matériel, très intéressante. Et sur une portion, un échantillon de la faune, j'ai pu retrouver là aussi la prédominance du mammouth et du lièvre, déjà en nombre de restes, et puis des différents carnivores, et notamment du lion qui est assez bien représenté ici. En ce qui concerne le mammouth, on a aussi toutes les régions squelettiques représentées. On a encore un juvénile représenté avec un adulte, comme dans l'autre fosse que je vous ai indiqué précédemment. Je n'ai pas précisé, mais la fosse dont je parlais précédemment, il n'y a pas plus de 2 ou 3 mammouths représentés dans la couche, le remplissage du fond de fosse, alors que la cabane d'à côté, elle est représentée par au moins 95 mammouths. Donc ça, manifestement, ces fosses, ça correspond à une autre échelle, je pense, d'épisodes d'occupation, d'épisodes d'activité. C'est plus à l'échelle de ce qu'on peut attendre d'une chasse de 1-2 individus qui ensuite ont subi un traitement de boucherie. On a dans cette fosse, je reviens à la fosse numéro 6, des fragments de crâne d'un mammouth très jeune, d'un nouveau-né sans doute. Et ça, c'est un des rares indices de saisonnalité que l'on peut envisager. Alors c'est un indice de saisonnalité dans le sens où on considère que les mammifères pléistocènes, la mise bas avait lieu à la belle saison. La saison froide devait être trop rigoureuse. Et donc, la présence de ce nouveau-né pourrait indiquer que le site a été occupé au moins au début de la belle saison. A l'inverse, les hypothèses précédentes qui ont été proposées, c'est que ces grands sites avec ces cabanes, évidemment intransportables, devaient être des sites plutôt d'hiver, proches de la vallée, un endroit où l'été il devait y avoir beaucoup trop d'insectes pour séjourner. Donc, est-ce qu'on a des éléments peut-être plutôt de plusieurs saisons d'occupation? Ce ne serait pas étonnant dans des sites qui manifestement des campements résidentiels de durée assez longue. Pour finir sur le matériel osseux de mammouth de cette fosse très très riche, des éléments là, de découpe, de sciage d'une côte ici pour préparer sans doute un outil sur côte, une sorte de spatule peut-être sur côte de mammouth, et puis des marques de découpe, ça arrive aussi sur cette omoplate de mammouth, donc indice très précis direct de boucherie de mammouth. Donc Mejirić est toujours en cours d'étude et nous a permis déjà de montrer la diversité de traitement du mammouth. Alors il n'y a pas que le mammouth qui est traité en termes de ressources animales dans le site. Il a aussi un statut symbolique par les supports de pièces d'art mobilier, les supports de pièces de parure qui ont été retrouvées. Mais c'est vrai qu'on a, ce qui est tout à fait spectaculaire, c'est l'utilisation très technique comme matériaux de construction dans ce site. Alors également, par rapport à ce site de Mejirić, il est daté en fait de la fin du Pléistocène et d'une période d'instabilité climatique de la fin du dernier cycle glaciaire. Et là aussi, des analyses isotopiques ont été faites et ont montré que les valeurs isotopiques du mammouth étaient plus basses que celles que l'on connaît dans la région, notamment le site de Yudinovo, qui est plus au nord de la vallée, de la grande plaine d'Europe orientale. Et donc ces valeurs très particulières isotopiques des mammouths, assez proches de celles des chevaux, pourraient peut-être être expliquées par une alimentation différente que leur alimentation habituelle et peut-être des éléments de perte de leur niche écologique. Donc on aurait peut-être ici un indice de changement écologique qui aurait rendu ces mammouths de Mejirić plus vulnérables, plus fragiles, donc peut-être à des morts en masse plus grandes et peut-être aussi plus vulnérables à la prédation humaine. Alors, c'est donc dans le cadre aussi de ces extinctions de grands mammifères que l'étude de Mejirić prend place.
pour essayer de trouver comment est-ce qu'il y a eu un rôle anthropique sur certaines populations de mammouths, localement ou non, sachant que l'explication générale de l'extinction des mammouths comme de la grande faune de la fin du Pléistocène, c'est des changements d'environnement, c'est la transition, la fin du dernier grand cycle glaciaire et la disparition de l'écosystème de la steppe à mammouth. Mais peut-être que localement, sur certaines populations, il y a pu y avoir une interaction particulière avec les paléolithiques. Alors, je n'ai pas d'heure, j'ai oublié de prendre l'heure, je vais me permettre de vous demander presque 8 heures. Donc, on va bientôt terminer. Je voulais juste voir avec vous les différentes, en bilan, les différents traits en fait qui concernent donc l'acquisition, enfin le statut du mammouth, un statut alimentaire important par différentes techniques d'acquisition, un statut, je vais aller vite, puisque je vous ai déjà adressé quelques exemples donc entre le paléolithique supérieur et le paléolithique moyen. Dans la vallée du Dniestre, donc entre Ukraine et Moldavie, on a commencé à essayer de comparer plus précisément entre les contextes néandertal et les contextes d'Homo sapiens, de voir comment pouvait être la part du mammouth. Il y a une certaine diversité, une certaine variabilité et des éléments communs d'utilisation de la viande, donc de la boucherie, de récupération de la moelle osseuse et peut-être aussi de la graisse. On a des éléments isotopiques, je vous ai déjà montré, je ne vais pas m'apesantir, qui viennent confirmer donc, la consommation de viande de mammouth à la fois chez Néandertal et chez Homo sapiens en Europe, enfin en tout cas pour les Gravettiens d'Homo sapiens. Et puis en termes non alimentaires, eh bien, il y a cette particularité des matériaux de construction qui donc sont très illustrés chez Homo sapiens, on a plein d'exemples, et on a aussi quelques éléments pour Néandertal, c'est le site de Molodova, mais il y en a quelques autres peut-être encore à explorer. Évidemment, Homo sapiens a fait exploser la diversité d'utilisation des matières dures d'origine animale, et notamment de l'ivoire, et aussi des ossements de mammouth, comme support d'art mobilier de parure. C'est des choses que je vous ai déjà montrées, qui sont assez caractéristiques. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup.